à toutes et à tous, merci d'être venus à ce topo du coup avec Adrien et Paul pour vous présenter rapidement. Adrien, il est raffineur à Grand Puy, ou en tout cas ancien raffineur, puisque maintenant c'est une plateforme zéro pétrole, comme l'appelle Total. Il a notamment lutté avec ses collègues du coup en 2021 contre ce projet soi-disant vert, en alliance avec des organisations écologistes. Et puis il est militant à Révolution Permanente et du coup à la CGT. Et puis Paul, du coup, c'est un chercheur au CNRS qui a notamment écrit Exploiter les vivants, qui est un ouvrage qui réfléchit aux potentielles alliances entre les questions de classe et les questions d'écologie et à l'imbrication en fait de ces deux sujets. Je vais pas aller plus longuement dans la présentation parce que il y a déjà eu un échange en fait entre ces deux camarades l'année dernière lors en fait de la dernière université d'été où on avait notamment beaucoup discuté des questions de travail, d'écologie et des intérêts communs qui rassemblaient le mouvement écologiste et le mouvement ouvrier. Et on avait aussi essayé de réfléchir à des potentialités de transition dans les mains des travailleurs. Et cette fois-ci, on va essayer de se poursuivre ce débat, mais on va aussi l'aborder d'un point de vue d'une nouvelle thématique aussi, c'est-à-dire de réfléchir plus les enjeux stratégiques qui sont aujourd'hui en questionnement dans le mouvement écologiste. On a vécu en fait des dernières années assez intenses en termes de mobilisation écologiste, à la fois autour des méga-bassines, autour de la réforme des retraites avec des premières alliances avec des travailleurs, et puis surtout cette année, il y a un niveau de production théorique énorme dans le mouvement écologiste. Il y a un livre qui est sorti des soulèvements de la Terre, enfin, il y a énormément de production de ce type-là qui commence en fait à tirer les bilans de ces luttes. Et nous, justement, on a aussi envie, du coup, dans ce topo, de commencer aussi à poser des bilans théoriques de toutes ces mobilisations et puis à proposer des perspectives pour changer la société tous ensemble. Donc on n'a pas énormément de temps, mais potentiellement ça va durer plus longtemps du coup que ce qui est prévu sur le planning. Évidemment, on essaiera de laisser au moins 3/4 d'heure avant le meeting pour que vous ayez une pause entre les deux. Et puis je vais directement passer à la première question. La première question, c'est un peu aussi pour poser le cadre où on se situe en fait dans la situation politique actuelle. Donc on voit en fait que face à plusieurs années de lutte des classes, le gouvernement il a renforcé les politiques autoritaires et puis on se trouve dans une situation en fait où même Macron en fait malgré 2 échecs électoraux, il refuse d'accepter en fait de quitter, de mettre de côté le pouvoir. Et la réalité, c'est qu'en fait en première ligne de toutes ces politiques autoritaires et répressives, ça a été le mouvement écologiste, à la fois en fait les militants des soulèvements qui ont subi en fait des menaces de dissolution très fortes en fait sur leur organisation, qui ont dû se battre en fait contre ces menaces-là, mais aussi des militants écologistes arrêtés en fait par la police, énormément en fait d'interrogatoires, etc., de mise en place en fait d'outils de répression aussi policiers sur le terrain en fait pour empêcher les mobilisations écologistes. Et puis en fait aussi ce tournant bonapartiste, il a aussi pour pendant une augmentation en tout cas du vote à l'extrême droite qui s'est exprimé lors des européennes et en partie lors des législatives et qui atteint notamment une partie de notre classe et notamment des travailleurs autour de la question écologique et notamment de refuser d'être d'être culpabilisés et d'avoir aussi tout cette politique de Green Deal européen qui aujourd'hui désindustrialise fortement aussi en France. Et du coup, j'aimerais poser comme première question aux deux camarades, quel nouveau défi dans ce contexte-là on peut se poser pour la lutte écologiste ? C'est toi qui commence. Allez. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Yes. Ok. Je suis très content d'être là encore à l'université d'été de RP pour la 2e fois et puis pour continuer le débat avec Adrien. Et je vais pas répondre à ta question vraiment pour être sûr que ce soit vraiment très très long comme débat, mais plutôt essayer de faire une sorte de contexte assez global de la situation dans laquelle se trouve l'écologie en vue de la restructuration des États capitalistes contemporains. Et il me semble que, en fait, on pourrait partir d'un événement qui est survenu à New York en 2012 et qui a été extrêmement marquant, je pense, pour définir le contexte mondial de l'écologie politique. En 2012, il y a eu à New York un ouragan qui s'appelait Sandy, qui a dévasté toute une partie de New York, notamment du réseau électrique. Il y a eu énormément d'inondations. Des hôpitaux, par exemple, ont eu toute leur électricité coupée.
des quartiers entiers qui étaient les quartiers les plus pauvres, aussi racialement extrêmement différenciés. Tous ces quartiers ont été coupés, et dans le même temps, pour empêcher des menaces de destruction des titres d'assurance, Goldman Sachs a déployé 100 pompiers qui étaient avec des gants blancs, installés des tas de sable devant ses réserves pour être sûr que les titres assurantiels qu'ils détenaient ne soient pas détruits par cet ouragan. Et à ce moment-là, évidemment, c'est extrêmement marquant parce qu'on développe des milices privées pour venir sécuriser les titres d'assurance de grandes compagnies américaines, pendant que dans le même temps, il y a des quartiers pauvres, des hôpitaux qui sont complètement coupés de l'accès à l'électricité et à leurs ressources. Et pour penser cet événement, il y a un chercheur de l'ONU, je commence toujours par citer des penseurs bourgeois de droite, qui a forgé le concept d'apartheid climatique. Il dit en fait la situation dans laquelle on se trouve maintenant avec le réchauffement climatique, c'est une situation d'apartheid climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une situation dans laquelle les riches vont pouvoir payer pour échapper aux famines, à l'augmentation des températures, aux catastrophes climatiques mondiales, etc., pendant que le reste du monde sera soumis à ces événements. Et il me semble que le concept d'apartheid climatique, il est extrêmement intéressant, même s'ils n'en tirent pas toutes les conséquences. Pourquoi? Parce qu'il définit à la fois une situation à l'intérieur des pays riches, des pays capitalistes avancés, et une situation impérialiste entre les pays des Nord et les pays des Sud. Ce qui est en train de se mettre en place, effectivement, dans le contexte actuel, c'est deux phénomènes contemporains. C'est d'une part des programmes d'adaptation au changement climatique menés par les États bourgeois capitalistes pour relancer l'accumulation. Technosolutionnisme, on va développer des voitures vertes, des voitures électriques, on va faire tout un ensemble de dispositions techniques qui vont nous permettre d'échapper ou de nous adapter à la crise climatique. Et d'un autre côté, des programmes impérialistes, nationalistes et xénophobes de sécurisation de l'accès à ces ressources. Je vous donne juste un exemple, je vais y revenir plus longuement à la fin. Pour faire des voitures électriques, il faut beaucoup de produits, de terres rares, etc. Il faut notamment du lithium. Pour s'assurer du lithium dans les batteries, il faut sécuriser les ressources naturelles. En fait, il faut développer massivement les politiques impérialistes et prédatrices dans les pays des Sud. Donc en fait, ce qui est en train de se développer là, dans le capitalisme contemporain, c'est une relance de l'accumulation. Dans un moment où les taux de profit sont en baisse pour le capitalisme, relance de l'accumulation par le greenwashing, d'un côté pour les pays des Nord, et d'un autre côté, pillage absolu des ressources naturelles des pays des Sud. Ça a quoi comme conséquence, évidemment? Ça a comme conséquence la déprédation des pays des Sud, la destruction de plein de milieux, l'augmentation des températures, et évidemment, à terme, l'augmentation des migrations. Et il se trouve que dans ce contexte-là, ils trouvent parfaitement adaptés, les dirigeants capitalistes et les dirigeants des pays des Nord, les discours xénophobes, nationalistes, islamophobes, qui vont accompagner totalement cette crise écologique. C'est-à-dire, ok, on va piller les pays des Sud, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est s'assurer des formes d'hégémonie dans les pays des Nord, renforcer les frontières, militariser les frontières, et s'assurer que pour la majeure partie de la population, le risque, ça soit l'émigration, les étrangers, l'augmentation des migrations, etc. Donc un discours qu'on peut qualifier de malthusien, xénophobe, d'extrême droite, qui accompagne, et il faut vraiment penser, je pense, la crise écologique, toujours d'un point de vue des discours capitalistes, avec ces deux piliers-là en tête. D'un côté, le capitalisme vert, qui repose sur un impérialisme vert. Il n'y a pas de transition écologique dans le capitalisme sans le renforcement de l'impérialisme. Et d'un autre côté, des discours nationalistes, xénophobes, qui permettent d'assurer une forme de compromis de classe dans les pays des Nord, en disant « vous n'allez plus participer aux bénéfices de la croissance en tant que travailleur, mais au moins vous serez pas plus maltraités, vous serez mieux traités que les migrants, et donc les migrants, les étrangers sont les ennemis désignés. » Donc voilà, cette idée d'apartheid climatique, il me semble que, et d'impérialisme vert, qui va avec ces politiques nationalistes et xénophobes dans les pays des Nord, je pense que c'est vraiment le contexte
politique hégémonique qu'il faut avoir en tête quand on veut penser les dynamiques écologistes et les dynamiques stratégiques de l'écologie. Ce qui a aussi pour effet, et après je vais m'arrêter, me semble-t-il, un rejet tout à fait légitime des politiques écologistes dans le prolétariat ou la classe ouvrière et le prolétariat étendu. Dans le prolétariat blanc d'abord, parce que l'écologie, elle semble réservée aux riches et elle l'est manifestement. Tout le monde ne peut pas s'acheter des voitures électriques et des SUV électriques. Et dans le prolétariat racisé, parce qu'en fait ça renforce un discours de contrôle des gestes, des pratiques, de l'alimentation, du rapport à la terre, avec un discours de gouvernementalité raciste des comportements, qui est dire, en gros, vous savez pas comment il faut entretenir la terre, vous savez pas comment vous devez vous rapporter à vos propres corps, vous mangez pas de la bonne manière, vous mangez pas ce qu'il faut manger, etc. Qui est donc en fait un discours de gouvernement pour diriger les comportements du prolétariat en leur disant vous devez consommer de cette manière-là, même si vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens de consommer bio, bah, vous êtes des mauvais citoyens. C'est tout, ça pose pas de problème sur les circuits d'approvisionnement, etc. Donc ce qui apparaît, c'est qu'il y a une sorte comme ça d'arc hégémonique réactionnaire qui va du capitalisme impérialiste vert jusqu'aux politiques xénophobes, qui fait légitimement paraître beaucoup de politiques écologistes comme des politiques antipopulaires tournées contre la classe. Et évidemment, le mouvement des Gilets jaunes en est une illustration. Ouais, on a choisi de démarrer la discussion pour poser le cadre et moi je vais continuer à le faire, notamment sur le terrain de la répression et du saut, ce que nous on caractérise comme bonapartiste en France et voilà, dans l'espace dans lequel on milite aujourd'hui et ça se précise aussi au niveau européen. Voilà, vous savez qu'on caractérise la période de crise et de guerre. On a vu le retour de la guerre en Ukraine, le génocide en cours en Palestine. Et en fait, depuis l'année dernière que nous avons débattu, où on sortait d'une grande période de lutte des classes, avec la bataille contre la réforme des retraites, et cette défaite dont nous allons parler plus tard, et la révolte des quartiers populaires. C'est abattu en fait sur d'une part le mouvement ouvrier, une répression qu'on n'avait pas vue depuis les années 40 avec des milliers de travailleurs, d'ouvriers, de militants syndicalistes qui ont été soit en garde à vue, soit qui ont été accusés de sabotage, notamment les énergéticiens, soit qui ont été accusés, comme ça a été le cas de Christian Porta, de harcèlement moral, etc. Et en gros, tous les militants qui ont relevé la tête, les militants combatifs, qui se sont affrontés à leur patron durant ces derniers mois, ces dernières années, et notamment contre la réforme des retraites, ont été concernés de près ou de loin par une répression qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Ça a été le cas aussi sur le mouvement Palestine. On a vu énormément de répression s'abattre sur les différents militants, où on a vu des manifs interdites, des amendes données à tour de bras, et aussi des accusations dernièrement d'apologie du terrorisme, comme ça a été le cas pour Révolution Permanente pour 4 de nos camarades. Et aujourd'hui, et en continuité de cette répression, il y a une des parties du mouvement social en France qui a expérimenté encore plus fort quelque part cette répression. Ça a été le mouvement écolo, qui a notamment à travers les différents affrontements contre la 69, donc le projet autoroutier autour de Toulouse, et les projets des méga-bassines, a fait face à une répression aussi qu'on peut nommer d'historique. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les différentes manifestations et gros moments de ces luttes, on a vu 3000 policiers déployés, des hélicoptères, des tanks, des milliers de bombes lacrymogènes, incendiaires. Les policiers mettaient le feu aux forêts pour que ce qu'on appelle les écureuils, donc les militants qui étaient dans les arbres, pour éviter de les couper, soient forcés à descendre. Ils étaient récemment enfumés, on brûlait des champs pour qu'ils évacuent, etc., et qu'ils ne s'installent pas
dans ce qu'on appelle une zone à défendre. Ça a été le cas en France. On a vu aussi en Angleterre des militants qui se sont battus notamment contre les projets d'énergie fossile qui ont pris 5 ans de prison ferme pour avoir fait une réunion Zoom, notamment pour avoir fait une réunion Zoom qui concernait en fait le blocage du périphérique londonien. Et très récemment, on a vu les militants d'Extinction Rébellion faire des gardes à vue pour avoir simplement collé des autocollants sur les métros contre les JO, contre la conséquence des JO. Et donc, face à ça, notamment dans la dernière séquence, après la dissolution, on a vu le nouveau Front populaire se mettre énormément à distance du mouvement social écolo, alors que l'année dernière, ils étaient notamment dans les manifestations, les députés étaient en écharpe, etc. Là, on a vu que, en particulier, on voyait la France Insoumise dans ces mobilisations. Ils disent souvent d'ailleurs qu'ils ont cette stratégie d'être et d'une part dans les élections et d'autre part dans la rue, dans les urnes et dans la rue. Aujourd'hui, on les voyait se mettre beaucoup à distance de ce qu'ont été qualifiés par le gouvernement d'éco-terroristes, les militants qui se sont battus contre les méga-bassines. Et notamment aussi parce qu'en réalité, le nouveau Front populaire est composé, comme vous le savez, du Parti socialiste et en particulier d'une grande militante pour l'autoroute 69 qui s'appelle Carole Delga, qui est donc, grâce au nouveau Front populaire, a été réélue et justement a toujours été pour ce projet de contournement au service de l'entreprise Pierre Fabre. Voilà. Donc justement par rapport à ce que tu viens d'évoquer et notamment pour poursuivre sur cette question qui a été un peu abordée là, mais qu'en fait aujourd'hui on voit qu'il y a quand même une partie du mouvement écologiste qui a été convaincue par les projets en tout cas plus réformistes, en tout cas par la gauche institutionnelle et qui se joint à elle et notamment appelle à voter en fait pour ces programmes-là, et puis même des intellectuels issus du marxisme comme Andreas Malm, comme Razmik Kecheyan, qui en fait aujourd'hui participent à l'Institut La Boétie, participent à construire le programme de la France Insoumise sur la bifurcation écologique par exemple. Et j'aimerais vous faire un peu réagir en fait à ces stratégies-là de conciliation et en fait à ce qu'on peut en attendre en fait nous les militants écologistes. Ouais, juste fun fact sur Sainte-Soline et sur la répression avant, c'est le chef de la gendarmerie qui dans les auditions parlementaires disait la gendarmerie avait envoyé autant de grenades lacrymogènes à Sainte-Soline en une après-midi que toute l'année 2018. Donc voilà, enfin le déploiement militaire, il a ça comme fonction, il a une fonction de réprimer des mouvements qui leur font peur parce qu'ils mobilisent des tactiques auxquelles ils ne sont pas habitués, et puis aussi de faire des escalades dans lesquelles en fait ils veulent empêcher et décourager tout un ensemble de militants. Et c'est vrai que de l'autre côté, il y a beaucoup de militants écologistes et d'intellectuels de l'écologie et du marxisme aussi, qui ont rejoint élaborer des perspectives proches de celles de la gauche institutionnelle, de rupture, ou pas, quoi, mais disons proche de la France insoumise. Et je pense quand même la première raison à donner, c'est une raison un peu peut-être même psychologique et de diagnostic historique. Je pense que c'est des gens qui se disent bon, on va là où les forces sont les plus développées, et la force de gauche qui est la plus importante aujourd'hui, c'est la France insoumise, donc il faut se rallier à la France insoumise. Mais je pense qu'il y a aussi des raisons plus profondes, philosophiquement, théoriquement, qui sont plus profondes, mais qui sont aussi très intéressantes. Alors je voudrais juste, en fait là on m'a donné la mission de dézinguer d'abord les intellectuels marxistes qui rejoignent l'AFI, puis les soulèvements. Je vais pas vraiment faire ça, mais essayer d'établir une discussion plutôt. Ils ont quand même, pour beaucoup, je pense par exemple à Kecheyan, Durand, mais à d'autres gens comme Pierre Charbonnier, etc., encore plus à droite, élaborer des idées qui sont celles de la planification écologique. Et il faut quand même reconnaître que cette idée d'une bifurcation écologiste de l'économie capitaliste
par une planification, c'est une idée extrêmement intéressante et utile, y compris pour nous. Pourquoi ? Parce qu'ils définissent la planification en s'inscrivant dans la vieille tradition socialiste et communiste de la planification de l'économie, comme une réconversion de l'économie à toute vitesse, comme une allocation des ressources fondée sur une hiérarchie des besoins politiquement définie. Une allocation des ressources fondée sur une détermination des besoins politiquement définis, je trouve que c'est une définition hyper intéressante et marquante. Effectivement, c'est ça aussi qu'on veut. On veut réorganiser l'économie, la planifier de manière transitoire en fonction des besoins du prolétariat et non pas en fonction des intérêts du capital. Donc jusque-là, cette réorientation de l'économie par planification, je pense qu'il faut reconnaître son importance à la fois théorique et stratégique. Il me semble que le grand mérite de ces pensées, de la bifurcation et de la planification, c'est de reconsidérer le contrôle politique sur la production et sur le marché. C'est-à-dire reconsidérer que la production capitaliste ne peut pas être laissée à elle-même, que ça ne peut pas attendre le communisme, la réorganisation de l'économie capitaliste, et qu'il faut déjà commencer à socialiser les moyens de production pour les transformer. En d'autres termes, qu'on ne peut absolument pas attendre des capitalistes qui fassent la moindre transformation de l'appareil productif dans un sens écologiste ou social, et que donc c'est à nous de reprendre la main là-dessus. La question évidemment, c'est qui est ce nous ? Qui reprend la main et qui fait la planification ? Comment on l'a fait ? Pour eux, dans toutes ces pensées-là, la planification, elle est liée à la question de la centralisation des décisions, dont l'État-nation semble être le modèle. C'est-à-dire, ils se disent, il va falloir planifier l'économie dans une perspective de bifurcation écologiste. Qui a les moyens de le faire ? Et c'est assez lucide. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui pourrait avoir les moyens de le faire ? On ne voit pas beaucoup d'autres institutions qui auraient la capacité ou le pouvoir de le faire, à part un État centralisé, un État bourgeois. Donc en fait, leur idée, j'essaie de rendre compte de leurs intentions, qui sont, encore une fois, je pense, assez lucides, c'est dire, on a besoin d'un outil et d'un sujet institutionnel pour la planification. Qu'est-ce qu'on a sous la main ? On a l'État. Certes, c'est peut-être un État bourgeois traversé de contradictions, etc. Mais c'est la seule chose dont on dispose. Donc, en fait, leur idée, c'est que planification, bifurcation, socialisation ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un État centralisé tel que celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on peut en douter de cette perspective ? Encore une fois, la perspective dont on peut douter, je pense, c'est pas celle de la planification. Parce que, y compris dans des instances autonomes, ouvrières, autogestionnaires, il faut de la planification, à l'échelle de l'usine, à l'échelle du territoire, à d'autres échelles, de comment on a des ressources, etc. Il n'y a pas de transition au communisme et de socialisme sans des moments de planification, c'est-à-dire de prévision par étape de l'organisation de la production. Mais pourquoi est-ce qu'on peut douter que ce sont les États contemporains, tels qu'ils existent, qui vont pouvoir assurer cette planification ? Si on part de la situation complètement hypothétique, à mon avis, dans laquelle on pourrait, par des élections, prendre le pouvoir d'État. Il y a peu de chances, quand même, que cet État se plie à des injonctions telles que celles de la bifurcation écologiste. Et pourquoi ? Parce que ça supposerait de saper les bases économiques de sa propre reproduction. Les États tels qu'on les connaît, ils ont besoin d'argent, d'énormément de fonctionnaires, de payer des gens, y compris moi, et ça c'est important pour la reproduction sociale, mais ils ont besoin de tout un ensemble, de toute une manne financière énorme pour continuer à se reproduire. Ces États, ils sont impensables sans des prélèvements par l'impôt, par tout un ensemble de cotisations, par tout un ensemble de gestion du marché qui leur permettent de se reproduire et donc de reproduire la société capitaliste.
Donc en fait, si vous les privez de leur manne financière, économique, en transformant l'économie ou en socialisant la production, ces États ils s'effondrent, ils peuvent pas continuer. Et il me semble que ce qui est important, il faut que j'aille plus vite. Ok. C'est dommage parce qu'on commençait à rentrer à peine dans le moment de la. Voilà. Non, juste un point extrêmement important, je pense, à avoir en tête, et toujours quand on est des marxistes révolutionnaires, notamment, c'est que l'État n'est ni un ensemble d'institutions neutres, dont on pourrait faire ce qu'on voudrait, comme peuvent le penser les sociodémocrates, ni simplement un ensemble d'instruments aux mains de la bourgeoisie. Les États bourgeois, capitalistes, libéraux, ils servent à reproduire les rapports de classe. Donc ça c'est extrêmement important. Ils servent à reproduire en l'état les rapports de classe. Donc de temps en temps, ils penchent plutôt en faveur du prolétariat, c'est ce qu'on a appelé l'État-providence. À d'autres moments, ils penchent plutôt en faveur de la bourgeoisie, mais leur fonction historique, structurelle, c'est de reproduire le rapport de classe entre capitalistes et prolétaires. Donc ils ont absolument aucune possibilité d'abolir cette structure de classe. Pourquoi est-ce que, je vais m'arrêter là après, mais pourquoi est-ce que ces États ils ne peuvent pas aller dans le sens d'une socialisation complète de la production pour la bifurcation écologiste? C'est qu'ils doivent répondre à plein d'intérêts et que là encore, cette question du financement des États capitalistes et de la manière dont ils vont reproduire les rapports de classe, on en trouve des exemples extrêmement marquants dans les pays où une gauche institutionnelle de rupture est arrivée au pouvoir, par exemple en Amérique latine. On peut penser à la Bolivie ou au Venezuela, où en fait la possibilité pour les États tels qu'ils étaient, sans transformation révolutionnaire de l'État, de faire des politiques plus ou moins sociales, c'était de poursuivre des politiques extractivistes. Et ça a été assumé, dit comme une contradiction, à la fois par le MAS et l'État bolivien, au Venezuela peut-être un peu moins comme une contradiction, mais néanmoins c'était une contradiction qui traversait ces gouvernements, qui est si on veut faire des politiques socialistes dans le cadre des États tels qu'on les a hérités, alors il nous faut de l'argent, et l'argent on ne peut l'obtenir qu'en reproduisant les rapports d'extraction, de prédation écologique et d'exploitation des travailleurs ou des peuples natifs. Donc pour ça, je pense cet exemple, celui de la Bolivie, il est particulièrement marquant. C'est un État qui se disait socialiste, progressiste sur tout un ensemble de questions et qui ne pouvait absolument pas revenir pour des questions structurelles et matérielles sur la question de l'extractivisme. Et alors je m'arrête vraiment là-dessus, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester simplement dans ce cadre d'une planification dans le cadre de ces États-là? C'est que les États tels qu'ils sont pensés, par exemple par la LFI ou par toute cette gauche institutionnelle, c'est des États-nations, et que ces politiques de planification écologiste, elles sont pensées dans le cadre des États-nations. C'est-à-dire que la question de l'impérialisme écologique nécessaire à ces transitions dans le cadre des pays des Nord, elle est pensée ni par les planificateurs français, ni par les partisans du Green New Deal, elle n'est pas pensée. C'est-à-dire l'apartheid climatique dont je parlais au début, il n'est absolument pas pensé. On reste dans le cadre d'un État-nation. Pour faire des politiques de planification écologiste avec ces États-là, ici, il faut en fait piller les pays des Sud. Et ça peut se faire avec des États socialistes un peu plus gentils que les États capitalistes bourgeois qu'on connaît. Mais enfin, il faut quand même avoir des ressources pour faire ces transitions. Désolé. Je laisse Adrien réagir quand même, si tu veux. Non, mais un petit mot, c'est vrai que moi, je t'ai déroulé, c'est pour ça que j'avais pas forcément envie que ça s'arrête, parce que en fait, on s'est promis quelque chose avec Paul, j'appelle jamais Paul, c'est pour ça que j'ai bugué, mais en fait, on allait mettre clairement les pieds dans le plat dans le débat stratégique du mouvement écolo, parce que déjà l'année dernière, on a fait un truc très intéressant qui était en gros l'alliance avec les travailleurs et les écolos et de combattre la division entre écologie et travail. Et cette année, on s'est promis d'aborder profondément les questions stratégiques.
Et c'est pas rien parce que j'imagine que dans cette salle, il y a des gens qui ont été attirés ou qui ont voté pour le nouveau Front populaire. Il y a aussi des gens qui sont attirés par la pensée d'Andreas Malm, par exemple, et c'est normal par ailleurs parce que c'est un intellectuel qui a apporté beaucoup dans le milieu écolo, dans la pensée écolo, etc. Mais il faut dire que dernièrement, il a fait des choix stratégiques, notamment, moi je l'ai regardé dans la fameuse Institut La Boétie où il était invité. Et ce qui était frappant, c'est exactement ce que dit Paul, c'est de dire qu'en gros, la stratégie de Mable et de comment on va y arriver à cette transition, c'est de reprendre le pouvoir de l'État bourgeois. Donc il dit soit par la France insoumise, soit par les soulèvements de la terre. Bon, ça, c'est une option qui pour nous est impossible. Et en gros, c'est le centre du débat, et c'est ce qu'a rappelé Paul, c'est qu'il faut, pour avoir une réelle transition qui préserve l'environnement et les travailleurs, mettre à bas le système de production tel qu'il est pensé, en direction des profits, de la plus-value, et non en direction des besoins sociaux. Et par rapport à ça, moi je vais revenir un petit peu en détail sur le programme du NFP et d'Europe Écologie Les Verts, qui encore une fois est, il faut le dire, un moment dans le mouvement écolo, et notamment dans la dernière séquence post-dissolution, il y a eu beaucoup de militants qui ont été attirés vers ce vote dans une vision soit de conviction, soit, je pense, en tout cas, si c'est le cas ici, de la question du moindre mal. Et il faut le dire, c'est que ce programme, quand il contient des mesures qui pensent écologiques, ou en tout cas quand ces partis bourgeois pensent des programmes qui se disent écologiques, c'est en réalité des programmes qui apparaissent beaucoup dans la classe ouvrière comme des mesures qui sont anti-ouvrières. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la dernière séquence, c'est le débat, je pense que vous avez tous suivi ce débat sur la question des polluants éternels, donc ce qu'on appelle les PFAS, qui sont partout dans la chimie, qui sont en gros des produits chimiques qui sont imperméabilisants, résistants au feu et qui ont d'autres grandes propriétés. Voilà, et qui sont en particulier utilisés par exemple par nous, les pompiers, pour éteindre les feux d'hydrocarbures. Donc c'est des produits qui sont ultra nocifs. Pour vous donner un ordre d'idée, la CGT dit qu'en gros c'est équivalent à l'amiante aujourd'hui en termes de scandale sur la santé des travailleurs, en termes d'impact, etc. Donc c'est un impact énorme sur l'environnement, parce que si c'est pas détruit par le feu, ça reste bien sûr dans la nature, mais aussi sur les travailleurs. Donc on évalue à peu près 10 000 morts par an l'impact qu'auraient les PFAS sur... il compte à peu près entre 15 et 20 millions de travailleurs qui sont touchés dans le secteur européen. Et donc il y a eu un débat à l'Assemblée, donc une loi qui a été revendiquée comme, je les cite, entre guillemets, historique pour Europe Écologie Les Verts, qui, en gros, soi-disant, était censé interdire les PFAS, mais par le jeu de l'Assemblée, des rapports de force, etc., en fait, il a été vidé énormément de sa substance et aucune contrainte n'a été donnée aux entreprises pour changer de produit, mais aussi pour réparer en fait, l'impact qu'il y avait eu sur la santé des travailleurs et du passé et de l'avenir. Aucune contrainte sur aussi aucune garantie pour tous les secteurs qui étaient concernés et qui allaient devoir changer, fermer, etc. Donc de fait, sous couvert de cette loi, le patronat était tranquillement en train de licencier. Et ça a donné l'occasion au patron donc, de l'entreprise Seb, vous connaissez tous Seb, qui font notamment des poêles à frire, d'organiser donc une manifestation qu'il a financée et qui, main dans la main avec d'autres syndicats, fait une manifestation contre cette loi justement, et avec la plupart des ouvriers de l'usine, quoi.
Et ça, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose de très récent, hein, ça a eu lieu il y a quelques semaines, c'est dans la continuité du débat qui avait ouvert les Gilets jaunes, justement, sur leur soulèvement, sur la taxe contre les carburants, et sur aussi toute une vague de fermeture sur ce que Paul discute quand on pense la transition dans les mains des capitalistes. Et y compris dans les programmes des réformistes, y compris dans le programme du nouveau Front populaire, où, par exemple, on a un moratoire sur les futurs projets autoroutiers, le moratoire est pareil sur les méga-bassines. Donc avant, hein, la revendication du mouvement contre les méga-bassines, c'était son interdiction. Maintenant, on passe sur un moratoire, et après, sans doute, ça finira comme la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire que toutes les contraintes qui vont aller vers des contraintes du capital, des moyens de production, des profits, vont finir directement à la poubelle. Voilà. Et ça, c'est important de discuter avec ça, parce que même si ici, on se considère tous comme des gens qui avons tranché, en tout cas entre cette stratégie réformiste, cette illusion contre laquelle on pourrait aménager le capitalisme et faire une transition verte, il faut quand même le rappeler, et puis ça peut ouvrir des débats. Notamment aussi, c'est quelque chose à laquelle nous on attache beaucoup d'importance, c'est la question de cette vision programmatique entre c'est quoi l'objectif final de ça. C'est-à-dire que toutes les mesures qui se disent écologiques, que ce soit du nouveau Front populaire, d'Europe Écologie Les Verts, mais y compris de la France Insoumise, en réalité ne remettent jamais en question le rapport de propriété des moyens de production. C'est-à-dire qu'on va responsabiliser chacun de manière individuelle en disant voilà, toi tu manges trop de viande et tu les fais au barbecue donc ça donne du cancer, toi tu roules avec un diesel, toi tu roules trop vite sur l'autoroute, etc. Sans jamais se poser la nécessité en fait de justement renverser ce rapport, changer de système de production et aller vers ce que nous on voit comme une transition qui soit dans les mains des travailleurs. Et donc pour aller vers la fin de la première question, ce que montre la dernière séquence de lutte des classes avec le mouvement ouvrier, notamment qui s'est énormément mobilisé contre la réforme de retraite, la révolte des quartiers populaires, le mouvement en Palestine, et aussi, même si on a critiqué sa direction très fortement, une colère qui s'est matérialisée chez les agriculteurs, et aussi dans cette continuité, la force, la radicalité qui existe dans le mouvement climat. Nous, on pense qu'on a la capacité, en fait, de construire ce rapport de force qui soit nécessaire pour imposer un réel programme qui soit, par exemple, nous, on pense qu'un programme transitoire, ce serait la nationalisation de l'ensemble de l'industrie sous contrôle des travailleurs, le développement de voir partout des transports publics, l'isolation des bâtiments, mais non pas par Lafarge, mais sous contrôle de l'ensemble des travailleurs du bâtiment, etc. Que ça exige un tel rapport de force, ça remet en question la propriété privée, et que on a cette force, on a énormément traversé de moments de lutte des classes, et donc on peut penser comment l'organiser, mais pour ça il faut lutter énormément contre, d'un côté, l'illusion réformiste qui est, comme l'expliquait Paul, une véritable béquille pour le système capitaliste, et d'autre part, on pourrait voir qu'il y a aussi des forces qui sont contre cette alliance et contre cette organisation de ce front qui pourrait organiser ce rapport de force, que sont les bureaucraties syndicales. Notamment, moi, je voulais revenir sur cette séquence de répression et le fait qu'à aucun moment, en fait, les directions syndicales n'ont posé la nécessité d'organiser un rapport de force pour stopper la répression, pour arrêter les outils de travail, pour faire en sorte que le mouvement écolo ne soit pas réprimé comme il l'a été, le mouvement ouvrier, le mouvement en Palestine, alors qu'on avait clairement une des plus grandes fenêtres de tir qui s'est ouverte ces dernières années, ce sont les Jeux Olympiques. Et à tout moment, la CGT s'est attachée, la direction de la CGT s'est attachée à préserver l'organisation de ces Jeux Olympiques. Voilà. Et donc ça fait partie des discussions qu'on doit avoir aussi dans le mouvement écolo, de prendre conscience que d'un côté, on a toutes ces forces qui sont disponibles et qu'on pourrait unir autour d'intérêts communs, et de l'autre, on a ces freins qui existent et qu'il faut qu'on discute.
Merci beaucoup. Pour poursuivre le débat, on va passer pas mal à un autre thème. Et en fait, nous, on a aussi envie de discuter avec un des secteurs qui est resté relativement indépendant de ces politiques institutionnelles et qui a maintenu un niveau de conflictualité fort, même pendant le moment où tout le monde était hégémonisé par la question des législatives, etc. Et qui ont construit notamment ce qu'on a appelé la semaine de l'eau. Et puis les mobilisations à La Rochelle, en fait, contre les projets de méga-bassines. Et puis, vous l'avez vu dans le film, nous, hier, on y était avec Christian, avec des militants de Révolution Permanente pour dire que notre lutte, elle est à leur côté. Et on a envie de construire des liens avec ces secteurs-là. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais faire réagir aussi Paul, justement, sur le livre qu'ils ont sorti, en fait, Première Secousse, qui est un ouvrage qui essaie de tirer les bilans de la première année d'existence des soulèvements, et qui est un manifeste qui propose de s'inspirer de Notre-Dame-des-Landes, des luttes contre les méga-bassines, mais aussi, en fait, de reprendre la terre. Toi, tu as beaucoup bossé sur ces enjeux de reprise des communs, de reprise de la terre. Est-ce que tu as un avis sur cet ouvrage? J'imagine que oui. Et est-ce qu'on peut l'avoir, du coup? Non. Non, si, je vais faire même, si ça vous embête pas trop, vous pouvez m'interrompre, mais une petite fiche de lecture rapide, parce que c'est vraiment un ouvrage hyper important, je pense, pour penser les stratégies écologistes aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment toutes et tous à le lire si vous avez l'occasion. C'est un bouquin qui se lit très bien et qui est vraiment très instructif, notamment pour nous en fait, parce que je pense qu'il y a énormément d'accords, notamment sur le constat politique. Donc en fait le bouquin, si vous voulez, il revient à la fois sur l'histoire des soulèvements de la terre, sur les différentes actions qu'ils ont entreprises, mais ça je vais laisser ça de côté pour me concentrer sur 3 points qui sont le constat qu'ils dressent de la situation politico-stratégique, leur stratégie, qu'est-ce qu'ils proposent comme stratégie, et troisièmement quelles sont leurs tactiques militantes. Alors leur constat, il est simple, c'est qu'il y a 2 obstacles majeurs dans les politiques actuelles pour les mouvements autonomes radicaux. C'est premièrement que les États-nations n'organiseront pas de sortie du capitalisme industriel. Donc ça, voilà, on est parfaitement d'accord avec ça. Et deuxièmement, ce qui est plus surprenant sans doute du point de vue des soulèvements de la terre, que les expérimentations, les luttes locales et les alternatives ou bien échouent ou bien restent dispersées. Donc en fait, ils partent du constat que ça sera ni l'État, ni le localisme de multiplication, simple multiplication de ZAD. Et en fait, on est, je pense, assez d'accord avec ce constat, ce double constat, à savoir que les 2 écueils, c'est l'État-nation d'un côté et le morcellement dans des luttes locales. Alors à partir de là, il développe une stratégie qui est hyper intéressante, qui est de composer une organisation protéiforme. L'idée de composition ici, elle est hyper importante. C'est pas l'idée d'une alliance, c'est pas l'idée d'une organisation, c'est l'idée d'un truc qui est entre l'organisation, le mouvement, la coordination. Et dans composition, il faut entendre que plein de gens extrêmement différents, de statuts sociaux différents, de classes sociales différentes, de milieux différents, se retrouvent dans une organisation qui n'a pas besoin d'avoir un sujet politique prédéfini. J'y reviendrai, mais ça c'est leur constat, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire d'organisation révolutionnaire. Ils se présentent comme révolutionnaires, et je pense qu'ils le sont clairement. On ne peut pas faire aujourd'hui d'organisation révolutionnaire en définissant a priori un sujet politique prédéterminé, que ce soit la classe ou toute autre chose. Donc à partir de cette idée de composer un mouvement protéiforme à partir de plein de gens différents, leur idée c'est qu'il va falloir faire de l'action directe. L'action directe c'est vraiment le cœur du bouquin et de toute leur stratégie. Faire de l'action directe de masse. Action directe de masse, donc voilà, c'est les méga-bassines. On va péter des bassines, mais on va le faire à 40 000, pas à 3. Voilà, ça c'est le type d'action qu'ils veulent développer. Et après, donc, le but de cette action directe de masse, c'est donc de transformer le rapport de force dans un certain nombre de champs stratégiques. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est une restriction qu'ils apportent immédiatement, qui est qu'eux, ils vont centrer les soulèvements de la Terre simplement sur 2 espaces stratégiques, qui est la question de l'artificialisation des sols et d'autre part l'accaparement de la terre et des eaux.
Donc artificialisation des sols et accaparement de la terre, des eaux, des communs, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? En fait, je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un mouvement dont la réussite tient en partie au fait qu'il réouvre des imaginaires de lutte et de victoire. Je ne sais pas si vous étiez ce matin au topo sur les syndicats et l'extrême droite, mais Anas est revenu sur la question de la victoire, de ce que ça produise, et en fait ils viennent de là. Ils viennent de l'idée que en fait, Notre-Dame-des-Landes, c'est peut-être une petite victoire en termes de superficie, de terre gagnée, mais en fait c'est une immense victoire dans le mouvement écologiste parce que tout le monde s'est dit on peut gagner. On peut gagner contre Vinci, on peut gagner contre l'État, on peut gagner contre des fourgons de CRS, donc on peut gagner. Et donc en fait, leur stratégie, c'est de se dire il faut qu'on aille dans les endroits où on sait qu'on peut gagner. Et les endroits dans lesquels on sait qu'on peut gagner, c'est sur l'artificialisation des sols, parce que bloquer des projets, c'est plus facile que démanteler Total. Et c'est sur l'accaparement des terres, parce que là aussi, récupérer du foncier, c'est plus accessible, a priori, que de lutter contre l'agro-industrie en général. Donc voilà, les luttes contre les méga-machines, le secteur du béton, et la question de l'agro-business, c'est leur centre principal. Le point hyper intéressant, et c'est pour ça que je disais qu'ils sont révolutionnaires, et ça rejoint ce que disait Adri, c'est que eux, ils s'attaquent immédiatement à la question de la propriété privée, des moyens de subsistance et de production. Ils disent très bien ce qui nous empêche, et ce qui empêche majoritairement les gens de se révolter ou de vivre sans le capitalisme, c'est qu'on est dépendant du capitalisme pour nos moyens de subsistance, parce que les capitalistes possèdent les moyens de subsistance, ils possèdent la terre, ils possèdent les moyens de production, c'est eux qui fournissent les salaires, on est complètement dépendant d'eux, donc de leur propriété, des moyens de production. Et donc on voit là-dessus que c'est là encore un mouvement qui, de ce point de vue, est radical et révolutionnaire. Et qui cherche à redonner une culture politique à partir de gestes, de tactiques, etc. Et alors justement, ces tactiques, ils en nomment 3. Et c'est à partir de ces tactiques, si vous voulez, que je vais poser des questions, parce que j'ai pas de critiques à adresser au soulèvement de la Terre, certainement pas. Ils sont en première ligne de tous les mouvements et ils ont animé tous les mouvements écologistes en France depuis 3 ans, donc certainement pas de critiques à leur adresser comme ça ou de leçons à leur faire, mais je voudrais leur poser un certain nombre de questions. Leur tactique, c'est les suivantes, c'est le blocage. Par exemple, éruption dans les usines Monsanto, blocage d'autoroutes, blocage de sites Lafarge, etc. Donc, suspension d'une infrastructure de manière provisoire. Leur deuxième tactique, c'est ce qu'ils appellent le désarmement, et c'est une tactique centrale. Le désarmement, c'est, pour ne pas dire sabotage, pour dire que c'est les autres qui ont les armes et qu'en fait on va les désarmer, mais bon, c'est du sabotage, quoi, qui consiste dans la mise en pièces d'infrastructures qui provoquent des ravages écologiques. Avec cette idée que dans ce geste-là, du sabotage, c'est pour ça qu'ils en font vraiment pas le cœur de leur stratégie, mais un élément central de leur tactique et de leur culture politique, c'est qu'on s'affranchit de l'idée qu'il va falloir respecter la loi, les règles, les organisations, etc., et qu'on va pouvoir aller contre. On va pouvoir aller contre la loi, et que en fait, c'est possible, et peut-être nécessaire, ça donne de la liberté dans les mouvements, de pouvoir dire on va niquer des trucs, même si la police est contre et que la justice est contre. Et la troisième tactique, c'est celle de l'occupation de terres, l'investissement de zones, s'y installer, etc. Et toutes ces tactiques, elles visent à démanteler, c'est-à-dire à déconstruire des secteurs particuliers de l'économie capitaliste. Donc moi, c'est 3 questions, et peut-être c'est un peu aussi des questions pour Adrien qui pourra peut-être y répondre. Mais vraiment des questions ouvertes que je me pose, et je pense qui se posent aussi au sein des soulèvements. Première question, c'est comment faire pour que le démantèlement de certaines infrastructures ou de certains dispositifs techniques conduisent au démantèlement de toute une filière. Ils disent que c'est leur stratégie, on va démanteler, ok, mais comment est-ce que quand tu as démantelé une usine Lafarge, ça aboutit au démantèlement de la filière béton? Voilà, enfin peut-être qu'on en rouvre une autre à côté d'usine ou on la délocalise, etc. Donc la question de comment faire pour que le démantèlement localisé devienne un démantèlement d'une structure, d'une infrastructure générale ou d'un secteur de l'économie.
La deuxième question, c'est comment faire bifurquer des secteurs desquels ils ne parlent absolument pas, qui sont pourtant des secteurs centraux dans l'accumulation capitaliste, par exemple le secteur des énergies, et en particulier des énergies fossiles. Démanteler comment on fait, en quoi ça consiste et comment ça peut se faire. Et enfin, dernière question qui en fait là est un peu plus une question critique, mais dont ils sont tout à fait conscients, qui est une question qui les travaille, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils étaient très contents que Christian vienne à la semaine de l'eau, etc. C'est, est-ce qu'on peut vraiment penser le démantèlement d'une infrastructure, d'une structure ou de tout un complexe industriel sans les travailleurs qui le font marcher et qui en vivent. Et cette question, elle est double. C'est une question d'abord tactique. Est-ce qu'on peut vraiment, ne serait-ce que démanteler une usine s'il n'y a pas des travailleurs pour le faire, qui connaissent leur outil de production? Mais c'est surtout une question politique. Une question politique parce que l'outil de production, c'est ce qui garantit aux travailleurs leurs moyens de subsistance, que donc on va nécessairement se mettre à dos les travailleurs dans les mouvements écologistes si on va démanteler leurs moyens de subsistance comme ça, en leur disant bah, vous avez qu'à crever de faim, c'est pas grave, on a sauvé la planète. Ça risque de pas trop marcher, mais aussi une question politique pour des raisons plus profondes, qui est que l'outil de production, c'est le pouvoir politique des travailleurs. C'est parce qu'ils ont la main sur l'appareil productif qu'ils ont un pouvoir politique dans l'interruption du capitalisme. La grève, c'est ça, mais la reconversion, le sabotage, toutes les formes, toutes les tactiques ouvrières, c'est toujours la reprise jusqu'à l'autogestion ouvrière ou le contrôle ouvrier, c'est toujours la reprise en main de l'appareil productif, de l'outil de production, en tant qu'il donne du pouvoir aux travailleurs et qu'il est leur pouvoir principal. Donc en fait, si on démantèle de l'extérieur, y a aussi un truc qui est de se priver d'une partie du pouvoir qu'a le prolétariat et qu'ont les travailleurs. Exemple, et ça va être juste transition pour Adrien, si Total démantèle toutes les raffineries en France pour construire des plus grosses capacités de raffinage en Arabie Saoudite, on n'a rien gagné, ni d'un point de vue écologique, ni en termes de pouvoir ouvrier sur l'organisation politique de la société. Je te laisse réagir. Ouais, bon, là on touche vraiment au vif du sujet, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est vraiment profondément dans la question stratégique et même idéologique de comment nous, dans le mouvement écolo radical, on arrive à penser quels sont le projet politique, les projets politiques, quelle est notre vision et quelle est notre stratégie pour y arriver. Bon, d'abord, il faut, en reprenant la fin de l'intervention de Paul, il y a une réalité, c'est que, pour revenir au début, nous, on a notamment sollicité plusieurs fois les soulèvements pour faire des fronts communs avec d'autres organisations écolos, que c'est Extinction Rébellion, Stop Oil, Action Justice Climat, etc., notamment autour de la lutte de Grand Puy. Et récemment, pour combattre ensemble In Vivo, donc une des plus grandes entreprises, comme vous le savez, de l'agro-industrie, et contre le licenciement de Christian Porta. Et ils ont répondu présents dans cette alliance et dans ce front commun contre dans ces différentes luttes. Donc déjà, c'est important de pouvoir le caractériser et le sentir. C'est que malgré que effectivement ils ont une tension plutôt aller vers la terre et, comme le dit Paul, vers des sujets qui apparaissent comme entre guillemets plus faciles ou plus à la portée de l'action directe, il y a un mouvement dans ces organisations qui aussi va vers le mouvement ouvrier, qui ne l'ignore pas, etc. Et il faut le noter, c'est important parce que pour nous ça pose la suite du débat. Aussi, ce que je voulais dire de très positif et de très important dans la vision des soulèvements, moi j'ai lu leur livre Première Secousse avec beaucoup de passion, parce que je trouve qu'ils posent énormément de problèmes sur la table et aussi ils se questionnent en réalité, et je trouve que c'est vraiment un apport, et moi aussi je vous invite à lire. Ce qui est très important, c'est qu'ils remettent en question la propriété privée, et aussi ils ciblent les entreprises qui sont responsables
de la crise écologique. Ils vont cibler les grandes entreprises patronales que sont Lafarge, que sont InVivo, Soufflet, etc. Et ça, c'est une grande avancée dans le mouvement écolo, et il faut le noter. Et il faut le noter aussi parce que ce qui est important pour nous, c'est que cette vision-là, cette discussion-là, elle aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se contenter de lutter contre un secteur, le béton, et un autre secteur, l'agro-industrie, ou est-ce qu'au contraire, on doit remettre en question l'ensemble des moyens de production, l'ensemble de la propriété des moyens de production? Nous, à Révolution Permanente, on pense qu'effectivement, il faut aller au bout de cette logique-là, et il faut commencer à construire un rapport de force qui remette en question l'ensemble des moyens de production, y compris parce qu'on pourrait se dire, oui, l'agro-industrie, elle, s'occupe de la terre, et Total s'occupe du pétrole. Mais la réalité, c'est que toutes les usines, elles polluent aussi la terre. Elles prennent nos moyens, comme disent les soulèvements, de subsistance. Elles prennent la terre, elles la polluent. Elles prennent l'eau, elles l'accaparent. Une raffinerie, par exemple, s'accapare de l'eau pour faire tourner son usine, la gaspille, l'utilise, la pollue derrière. Et c'est le cas, par exemple, pour toutes les entreprises de l'énergie, centrales nucléaires, etc., etc. Et on pourrait passer l'ensemble du spectre industriel à travers ces mailles. C'est vous dire à quel point, effectivement, pour nous, ça va dans la bonne direction. Et comme dit Paul, on a des accords. Et on pense que cette logique, elle doit aller jusqu'au bout. Et on a envie de discuter avec eux, justement, par rapport à ça, de dire non, c'est pas seulement la terre, c'est pas seulement le béton, c'est l'ensemble en fait des moyens de production qu'il faut remettre en question, qu'il faut récupérer, et la question c'est comment. Et là on touche aussi au terme du démantèlement, c'est-à-dire est-ce que il faut démanteler, comme le disent les soulèvements de la terre, ou est-ce que comme nous on le pense, il faut au contraire reprendre les moyens de production des mains des capitalistes et décider collectivement de manière démocratique de ce que nous n'aurons plus besoin, de ce qu'on aura besoin et de comment on va le produire. Parce que la question qui se pose, elle est là. La base de l'État capitaliste, c'est que dans ses mains, il a d'une part les moyens de production, d'autre part, il a les moyens d'oppression, il a les moyens de répression, la police, le système carcéral, la justice. À ça, on oppose la nécessité d'avoir un État ouvrier qui répondrait du coup avec la production, les moyens de production dont les producteurs sont propriétaires et qui serait discuté d'une manière démocratique dans des instances comme une démocratie qu'on pourrait dire conseilliste et qui pourrait justement avoir cette vision de pouvoir discuter démocratiquement de ce qu'on produit ou ce qu'on ne produit pas. Parce qu'encore une fois, la question c'est peut-être pas est-ce que c'est pas une question mathématique. Oui, il y aura des plus, il y aura des moins, il y aura des productions qu'on fera, d'autres pas. Mais la question, c'est de comment nous, on le discute. Et ça, c'est important déjà de le poser. Ensuite, la question du démantèlement. Ce terme-là, il enlève toute la force de la classe ouvrière et sa plus grande force, qui est la force de création. Et la force de transformation de ce qu'on prend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prend ? On prend ce qu'on trouve dans la nature, et avec notre outil de travail, on le transforme. Dans une raffinerie, on prend du pétrole brut, on en fait du carburant. Bon, si collectivement, démocratiquement, nous on décide de continuer à faire du carburant de manière transitoire, etc., il faut qu'on arrive à penser maintenant comment on met l'outil en état de polluer le moins possible. Et ça, on a la capacité de le faire, parce que, y compris dans tous les secteurs de l'industrie, il y a un truc que le capitalisme, dont le système de production capitaliste repose, c'est l'aliénation profonde du travailleur par rapport à son outil de travail. C'est-à-dire, il arrive dans son usine, moi j'arrive dans mon usine, je n'ai le droit à rien d'autre que de me mettre à mon poste de travail et produire selon les règles de ce que m'impose l'employeur, ce que m'impose le patron. Et justement, le contrôle ouvrier, nous, notre revendication, elle est là, une revendication transitoire, etc., qui n'est pas le communisme, mais cette revendication transitoire, elle est de dire la nationalisation sous contrôle des travailleurs, sous contrôle ouvrier de l'ensemble de l'industrie. Ça veut dire que le contrôle ouvrier commence à poser, à briser l'aliénation qui existe entre le producteur et son outil de production.
Et il commence à... Toute la lutte des classes repose là-dessus d'ailleurs. C'est-à-dire, nous, quand on fait grève, on remet en question l'organisation du temps de travail. On veut réduire la journée du temps de travail. On commence à remettre en question la façon dont on produit et l'impact que ça a sur notre santé. Et ça a fait des avancées très partielles qui ont été complètement dénaturées, comme ce qu'on appelle les CHSCT dans les entreprises. Mais c'est pour vous donner une image de ce qui a toujours été le fruit de la lutte des classes, c'est-à-dire en terminer avec l'aliénation qui existe entre le producteur et la production, d'une manière partielle, d'une manière à prendre ça sur la vie et notre impact sur notre vie, mais qui en fait repose là-dessus. Voilà. Et je sais, j'ai pris beaucoup de temps, mais je vais enchaîner sur les différentes... Qu'est-ce que t'en penses ? Je peux enchaîner ou pas ? Sur quoi ? Sur le contrôle ouvrier, gestion ouvrière. Je pose la question. Okay. Désolé, j'étais Mon tellement rôle bien est inexistant. Non, mais on avait du coup une question pour faire un peu la transition sur ces questions de contrôle ouvrier de la production, etc. Notamment, bon, on peut voir qui répond en premier, mais pour un peu voir, on a discuté beaucoup de ça un peu l'année dernière, notamment on parlait un peu de GKN, de Grand Puits, de tous les exemples un peu qu'on a connus, à la fois d'alliance des écolos avec des travailleurs, mais aussi des exemples de reprise de la production. Nous, on a des exemples en Argentine, Zanon par exemple, nos camarades du PTS, ils essayent de faire une production aussi à partir du contrôle de la production par les travailleurs. Et du coup, à partir de ces exemples-là, c'était aussi la question de discuter plus profondément d'un programme en fait pour la reprise du contrôle de la production et aussi de dresser un peu autour de ça en fait les secteurs auxquels il faudrait s'attaquer pour véritablement aller vers une transition écologique. Je sais pas si tu veux parler en premier du coup peut-être. Non, comme on vous avait voulez. dit que c'était toi. Mais... Ok. C'est Ouais. Moi après, du coup, je commence juste sur la question des secteurs stratégiques. C'est la fin de ta question, mais c'est pas grave, je laisserai Adrien répondre au contrôle ouvrier et au programme. Non, mais sur les secteurs stratégiques, je pense que c'est hyper important de penser qu'il y a deux manières de penser un secteur stratégique. On peut penser d'abord les secteurs qui sont stratégiques au sens où ils sont au cœur de la reproduction capitaliste. C'est les secteurs clés de l'accumulation du capital. Ça peut être le secteur des énergies, de la logistique aujourd'hui, du BTP, de la production industrielle, etc. Et puis, il y a des secteurs stratégiques au sens où c'est les secteurs économiques de la classe ouvrière qui ont la plus forte combativité, qui ont la plus forte conscience de classe ou qui ont la plus forte créativité, résistance, etc. Et en fait, c'est pas forcément les mêmes. Évidemment, l'enjeu idéal, ce serait que les secteurs les plus combatifs, ce soient toujours les secteurs qui soient les plus centraux dans la reproduction capitaliste, dans l'accumulation, mais ça n'est pas toujours le cas. Et je vous donne juste un exemple de cette différence entre secteurs stratégiques pour l'économie capitaliste et secteurs les plus combatifs. C'est le mouvement des agriculteurs qui a traversé toute l'Europe à l'hiver 2023-2024. Donc c'est un mouvement très radical dans ses formes d'organisation, dans ses mobilisations, qui monte à Paris, qui détruit des trucs, qui casse tout un ensemble de choses, notamment en France, qui bloque des autoroutes, qui va brûler des trucs devant les préfectures, comme toujours les agriculteurs. Mais ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est sa trajectoire. Parce que comme partout en Europe, c'est un mouvement qui part d'une revendication sur les revenus du travail. Revendication sur les revenus du travail, tout simplement parce que plein d'agriculteurs crèvent de faim. On considère qu'il y a 60% des agriculteurs français qui touchent moins de 1 000 € par mois. Il y a des gros qui gagnent énormément, plus, et d'autres qui galèrent. Mais ce mouvement, il est totalement retourné au cours de la mobilisation elle-même, dirigée par le grand syndicat, la FNSEA, avec l'appui de la coordination rurale, pour devenir un mouvement contre les normes administratives et environnementales qui viennent de l'Union européenne. Et il faut dire que ces normes, elles sont dans l'ensemble pourries. C'est un ensemble de contrôles administratifs et politiques de la vie des agriculteurs qui est insupportable. C'est-à-dire, toutes leurs procédures, elles sont contrôlées par des normes, tout est contrôlé dans ce qu'ils font. Mais c'est aussi les seules normes écologiques qu'il y a pour la production agricole. Donc on passe d'un mouvement qui était pour l'augmentation des revenus du travail contre la grande distribution, à un mouvement qui devient contre les normes environnementales.
Et ce passage, il est hyper intéressant parce qu'en fait, il expose le chantage à l'emploi permanent. C'est comme si l'écologie, c'était toujours ce qui empêchait les travailleurs de garder leur emploi ou d'obtenir leurs revenus. Je voudrais juste tirer 3 enseignements de ce mouvement. Le premier enseignement, c'est sur sa structure de classe. Ce mouvement, c'est un mouvement qui est composite avec des pauvres exploitants agricoles et des riches exploitants agricoles, mais qui n'est composé que d'exploitants agricoles. C'est donc un mouvement qui, en termes techniques, est un mouvement de capitalistes. Capitalistes extrêmement fragmentés, puisque ceux qui sont les plus bas dans la paysannerie, ils sont à des niveaux de prolétarisation extrêmement élevés, mais néanmoins, c'est un mouvement de propriétaires de leurs moyens de production. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire qu'ils sont dominés dans la division du travail par d'autres secteurs du capitalisme, mais c'est néanmoins en tant que propriétaires de leurs moyens de production qui se sont mobilisés. Donc deuxième enseignement, ils ne se sont jamais à aucun moment alliés dans ce mouvement avec les ouvriers agricoles. Et ça, c'est pas rien. En France, on considère qu'il y a 400 000 agriculteurs exploitants agricoles et entre 600 et 800 000 ouvriers agricoles et saisonniers agricoles. Donc, il y a 2 fois plus d'ouvriers et de saisonniers agricoles que d'exploitants agricoles. Dans un mouvement comme ça sur les revenus du travail, on n'entend que les exploitants agricoles. Et pourquoi? Parce que par exemple, la Confédération paysanne, elle ne fait pas l'alliance avec l'agro-industrie ou avec les ouvriers agricoles, elle s'engage dans un mouvement, même de manière critique, avec la FNSEA et la coordination rurale. Et pourquoi est-ce que c'est troisième enseignement, pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, les ouvriers agricoles, c'est historiquement, dans la très longue histoire écologique du mouvement ouvrier, les premiers qui se sont mobilisés à la fois pour des questions de conditions de travail et des questions écologiques. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'usage des pesticides, ça détruit évidemment les environnements, mais les premières personnes que ça détruit, c'est les travailleurs qui les utilisent, qui les emploient. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, en se passant de la question des ouvriers et de l'organisation ouvrière dans la transition agroécologique, en fait, on se passe de la question principale, ou en tout cas la première question écologique du mouvement ouvrier, qui a eu lieu depuis le 19e siècle dans toutes les usines, qui est la question des pollutions, de la chaleur dans les lieux de travail, du fait de la santé et de la sécurité au travail, qui a toujours été une manière, certes pas écologique, mais toujours une manière pour le mouvement ouvrier de poser des questions que nous, on appelle aujourd'hui des questions écologiques. Les premiers qui sont affectés par l'amiante qui va ensuite polluer des environnements, c'est les travailleurs. Les premiers qui sont affectés par l'augmentation des températures, c'est les travailleurs dans des usines. Voilà, c'est toujours cette question de la santé et de la sécurité au travail qui a été première dans l'histoire écologique du mouvement ouvrier, et ça je pense que c'est un point important. Est-ce que je fais un mini point sur GKN ou je parle déjà trop longtemps? La pire, c'est qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps. Mais... Ok. Vous avez le temps de toute façon, non? Vas-y, je te passe la parole sur dans les questions. Posez une question sur GKN. Voilà. Non, mais voilà, donc là c'est vrai qu'on avance assez fort dans le débat, qui habite tout le mouvement écolo. Et on va continuer à éclaircir ce que nous on entend par contrôle ouvrier, mais aussi par d'autres formes qui existent et dont Laurélien a parlé, notamment ce qui existe par exemple sur la différence entre contrôle ouvrier et gestion ouvrière, et aussi de ce qu'on peut entendre sur les coopératives. Je prendrais peut-être ce sujet-là d'abord par la question de la gestion ouvrière, et après on ira brièvement sur la question des secteurs stratégiques. Donc cet été, j'ai eu la chance d'aller en Argentine visiter l'usine qui est sous gestion ouvrière, donc de Manigraph, donc qui est une des plus grandes imprimeries d'Argentine, qui à l'époque où elle était sous la propriété des capitalistes, imprimait des milliers de journaux, notamment tous les journaux que vous trouviez en kiosque en Argentine passaient par cette entreprise.
Du coup, elle a fermé il y a quelques années, et dans un grand moment de lutte des classes, dont je n'ai pas le temps de venir, il y a énormément en fait, d'usines qui ont été reprises dans les mains des ouvriers, soit sous forme de coopérative, soit sous forme de gestion ouvrière, notamment après la grande crise de 2001 en Argentine. Donc c'est plus de 500 usines qui sont passées par ces modes-là. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant comme processus à étudier. C'est-à-dire que d'une part, c'est l'un des plus grands programmes en réalité pour lutter contre les licenciements. Et c'est important parce qu'on le dialogue peu, on a des difficultés à le dialoguer, mais notamment quand il y a des fermetures, comme c'est le cas par exemple actuellement à Exxon Notre-Dame-de-Gravenchon en Normandie, il y a une usine pétrochimique où il y a plus de 600 emplois 600 personnes qui vont être licenciées. Face à cette vague de licenciements énorme en 2001, il y a eu ces stratégies-là qui ont été mises en place, et notamment justement pour d'abord lutter contre la perte de travail et de moyens de survivre. Et c'est vraiment intéressant de voir la différence entre ce qui s'est passé à Manigraph et ce qui se passe dans une coopérative. C'est-à-dire que dans une Manigraph, c'est une usine qui a été arrachée par la lutte, par la grève, par un front qui a été fait notamment avec nos camarades, donc l'organisation politique du PTS, dont on fait partie de la même internationale. Et c'est des camarades qui ont pensé ce que nous on nomme l'hégémonie de la classe ouvrière, c'est-à-dire comment à travers l'outil de production et la force de la classe ouvrière, on arrive à résoudre et prendre en charge l'ensemble des problèmes de la société. Et à petite échelle, dans ce que nous on appelle une tranchée, qui n'est pas le communisme dans l'ensemble de la société, mais qui est la démonstration que les ouvriers, ils peuvent répondre aux problématiques de la société, mais aussi à la nécessité de produire certains produits pour pouvoir survivre. L'imprimine Manigraph, elle s'est organisée, elle s'est auto-organisée, et tout a été discuté, tout est discuté aujourd'hui en Assemblée Générale. Temps de travail, préparation de nouveaux modèles, obtention des matières premières, sécurité. Ils ont instauré à la place des bureaux des ressources humaines qui les maltraitaient, qui les réprimaient, une crèche pour les enfants. Ils ont fait une commission de femmes qui a pris en charge l'ensemble des discussions, des questions contre le patriarcat, qui ont fait rentrer énormément de femmes dans la production aussi. Ils ont pensé toute la reconversion de l'imprimerie autour de produits qui sont écologiques, notamment à travers des sacs en papier qui sont biosourcés, produits de manière écologique. Ils ont pensé tout le système de traitement de l'eau. Ils l'ont complètement repensé, retravaillé pour faire en sorte que la pollution qu'ils subissaient, puisqu'ils habitaient à côté des usines, quand ils l'ont pris, ils ont arraché l'usine sous gestion ouvrière. Ils ont décidé que plus jamais l'imprimerie elle pourrait polluer la nature qui les entoure. Et donc tout est discuté, temps de travail, salaire, etc. Et c'est vraiment très impressionnant de voir la capacité des travailleurs de figurer notre programme. Et encore une fois, ils le disent, et les camarades de Zanon le disent aussi, non, ce n'est pas le communisme. Pourquoi ? À la grande différence, c'est que on ne peut pas penser le communisme comme juste arracher usine après usine, en réalité, les usines dans un système global et capitaliste, parce que eux, par exemple, c'est une imprimerie. Donc imaginez-vous, ils sont en concurrence avec des entreprises capitalistes qui ont dans les mains l'État, la police, la justice, toutes les aides publiques dans lesquelles les entreprises capitalistes ont droit, comme c'est le cas de Total, les exonérations d'impôts, etc., etc., eux n'y ont pas droit. Donc ça les fait faire face à une concurrence terrible en réalité, et donc à de grandes difficultés. Mais pour autant, ça fait la démonstration de la capacité de la classe ouvrière de se préoccuper de toutes les questions de la société. Et ça, c'est vraiment très impressionnant à voir. Et à la différence d'une coopérative, comme c'est le cas par exemple d'une coopérative, ça a commencé comme ça, un Biocoop a commencé comme ça, c'est-à-dire une coopérative qui, sous les conditions du capitalisme, de salaire, de conditions de travail, etc., va s'organiser, on va dire, entre travailleurs, etc., mais jamais en remettant en question la propriété privée.
Par exemple, Duralex, très récemment, vous avez dû entendre parler de Duralex. Duralex a été appuyé par la région à coût de millions d'euros. Et encore une fois, nous, on est ravis que les travailleurs de Duralex y trouvent du travail. Mais pourquoi nous, on revient vers ce débat? Parce que c'est un débat fondamental dans le mouvement écolo, y compris dans le mouvement ouvrier, je veux dire. Et ça débat avec des systèmes de pensée, en gros, de est-ce qu'on doit s'affronter à l'État, ou est-ce que petit à petit, on peut arracher tranchée après tranchée et faire s'écrouler le capitalisme? Voilà. C'est ça le débat que ça pose. Et ça nous fait, nous, arriver vers la question des secteurs stratégiques, dont le mien, le raffinage, qui aujourd'hui, alors qu'on ne l'a pas choisi, répond à des besoins de se déplacer, répond à des besoins de produire, répond à la nécessité, en tout cas, de trouver l'énergie nécessaire pour produire. Et pour transformer la société, encore une fois, il va falloir produire. Et nous, on pense que la classe qui est la mieux placée, celle qui va être le sujet de cette transition écologique, ce sera la classe ouvrière. Nous, c'est notre conviction. Et on a cette vision-là du débat. Et on a cette vision-là du débat aussi, et là où c'est intéressant, c'est que quand Malm, il parle de l'État dans les mains de la France insoumise, il dit un truc avant. Il dit, pour affronter Total, il faut un pouvoir central. On ne pourra pas mettre Total, les raffineries, sous coopérative. Ça ne va pas arriver. Parce que vous imaginez bien que pour aller trouver du pétrole, il va falloir aller trouver du pétrole hors des frontières de la France. On ne pourra pas auto-gérer Total de manière sans avoir de pouvoir centralisé qui puisse organiser la coopération des travailleurs à l'échelle internationale. Ça pose la nécessité de la révolution. Ça pose la nécessité d'arracher moins de production en France, mais y compris à l'étranger. Et ça pose la nécessité, et ça va venir sur une des dernières questions du débat, de construire une organisation internationale et révolutionnaire. Ouais, du coup, pour la dernière question, avant de passer aux échanges, mais je pense qu'ils vont être assez courts malheureusement, mais on ne pouvait pas finir cette table ronde sans discuter en fait de quand même ce qui a préoccupé toute l'année les militants politiques, révolutionnaires, mais c'est le retour de la guerre en Europe et aussi et surtout le génocide qui est en cours en fait à Gaza, en Palestine. On voit bien en fait que c'est ce qui a réveillé une partie de la jeunesse, notamment il y a un débat en même temps que nous, malheureusement, mais sur la jeunesse états-unienne qui s'est mobilisée contre le génocide en Palestine, mais aussi en France et en Europe. Il y a eu des mobilisations et on voit qu'il y a une nouvelle génération anti-impérialiste qui est en train de se forger. Mais pour l'instant, à part notamment Greta Thunberg, qui a été une des figures quand même qui s'est positionnée pour la Palestine, c'est resté en fait quand même un peu de côté pour le mouvement écologiste et notamment de ces figures les plus institutionnelles. C'est évidemment pour eux le pire. Et du coup, on voulait justement aussi poser la question de comment on construit une écologie anti-impérialiste, parce que nous, c'est notre programme en tout cas, et c'est aussi ce qu'on espère, c'est que toute cette génération anti-impérialiste qui s'est forgée autour de ces enjeux-là, elles rejoignent le combat pour l'écologie et que les deux, en tout cas, rejoignent la lutte en fait pour une écologie anti-impérialiste. Donc je vous laisse réagir à ça en essayant de faire court si on peut, parce que là, il est vraiment 16h03, donc on est censé avoir fini déjà. Mais ouais. Ouais, mais je pense que tu fais bien de citer Greta Thunberg, parce que quand même ça a été une des premières, et c'est révélatrice. Elle dit assez rapidement pas de justice climatique sur une terre occupée, et bon voilà, c'est révélateur parce qu'elle l'assume complètement, mais elle se prend vraiment un tollé de la part de l'écologie dominante mondiale, à savoir parle d'écologie et parle pas d'impérialisme, et certainement pas de génocide et de colonisation. Donc ça c'est pas ton problème. Donc ça c'est hyper intéressant en fait, c'est leur position quoi, leur position très contradictoire. Je pense qu'il y a eu des figures qui ont posé des trucs hyper forts quoi, et comme toujours Thunberg elle a toujours quand même, moi je pense les bonnes positions de départ, et voilà, même si elle est dans un mouvement où c'est compliqué quoi. Alors après, comment construire un internationalisme écologique quoi. Ça c'est compliqué parce que justement l'écologie elle est chez nous toujours pensée dans une perspective nationale, étatique des pays du Nord, avec ce discours qui est les pauvres de toute façon
ils y sont pas encore, quoi. Ils pourront penser écologie quand ils seront devenus plus riches, quoi. Mais ça, c'est une inversion totale du fait que dans la plupart des pays du monde, là où il y a le plus de luttes écologistes, c'est dans les pays des Sud, souvent menés par des paysans, des femmes ou des ouvriers et des travailleurs, parce que c'est sur leurs conditions de subsistance et leurs conditions de vie qui sont impliquées. Et juste, il y a un très bon article sur le site de RP, je ne sais pas si vous connaissez, sur une intervention de Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, qui arrive dans une conférence avec Lula, le président brésilien, et qui a cette phrase, on est le 12 juin 2023, l'Europe est de retour en Amérique latine. L'Europe est de retour en Amérique latine, c'est fabuleux, quoi, pour une descendante en plus de colons néerlandais. C'est le fait que, voilà, pour faire la transition écologique, il faut des métaux rares, il faut du lithium, et comment on va le faire? On va le faire en redéployant des politiques coloniales et impérialistes. Et notamment si on parle du lithium, c'est intéressant, peut-être tu pourras compléter, mais au même moment où en France on essaie de réouvrir des lignes de lithium, une dans l'Allier et sans doute d'autres ailleurs, en fait ce qui se passe c'est que le lithium majoritairement il est importé de plein de pays, notamment d'Amérique latine, notamment de la région de Jujuy en Argentine, dans des conditions de travail qui sont déplorables, avec les politiques impérialistes qui renforcent les politiques autoritaires régionales, développement de l'armée, de politiques coercitives, etc., pour contraindre les peuples natifs et les travailleurs à extraire du lithium. Et donc on voit l'imbrication en fait, immédiate de la question de la transition écologique et de l'impérialisme. Et pour un internationalisme écologique, ça implique que, en fait, cet internationalisme, ça peut pas être simplement un internationalisme déclaré, genre on est en soutien aux peuples autochtones et qu'est-ce que c'est beau leur rapport à la nature, quoi. Ça veut dire connaître, appréhender et construire des organisations dans lesquelles on peut savoir quels sont leurs besoins, leurs conditions de travail et comment on lutte. C'est évident qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas simplement dire on va démanteler les mines de lithium, même si elles sont hyper polluantes. Il y a d'autres stratégies à mettre en place, comme d'abord la réappropriation, reprendre le pouvoir sur l'appareil productif pour ensuite décider comment on fait pour interrompre ces productions et pour permettre aux gens qui sont là-bas, aux travailleurs qui sont là-bas, de continuer à lutter. Oui, ben ça, du coup, c'est vrai que pour aller dans la prolongation de ce que dit Paul, et pour l'imaginer concrètement, nous, donc on fait partie de l'AFT, donc la fraction trotskiste, et donc c'est une organisation internationale qui a donc le PTS, donc l'organisation sœur en Argentine, donc c'est plus de 3000 militants. Et notamment, on a des camarades qui sont dans la région de Jujuy, là où on produit le lithium en Argentine. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en gros il y a le triangle du lithium, c'est Bolivie, Chili, Argentine. Donc voilà, on a des camarades dans ces trois pays. Et spécifiquement à Jujuy, on a un camarade qui a été élu député national, qui s'appelle Vilca, qui est un camarade éboueur. Et justement, il y a une grande lutte à Jujuy, il y a quelques mois de ça. Notamment, il se battait contre une loi en fait répressive contre les populations de travailleurs précaires et les autochtones qui ont comme méthode de lutte en fait de bloquer les routes parce que de fait parce qu'ils sont précaires, parce qu'ils n'ont pas des gros moyens de production, etc. Il y a des difficultés à faire grève, qu'il y a énormément de travail informel. Là-bas, c'est une des régions les plus pauvres d'Argentine, sur 24, c'est la 20e, alors qu'il y a les grandes mines de lithium. Donc c'est vous dire que d'un côté, la promesse du capitalisme, c'est de dire ok, vous polluez votre terre, mais en contrepartie, nous on fait en sorte que les travailleurs sortent de la précarité, ce qui est en réalité complètement faux, puisque à l'intérieur des mines, il existe énormément de travailleurs précaires et qu'en plus, c'est un niveau très réduit de travailleurs, à contrario de ce que disait Paul d'ailleurs. Ce qu'il disait, il y a énormément de luttes qui sont écologiques, parce que de fait, par exemple, quand vous faites le pipeline Ouganda, quand Total fait le pipeline Ouganda, ils exproprient 100 000 personnes pour faire travailler sur le pipe 1500 personnes.
Donc de fait, il y a un rapport qui n'est pas au service des travailleurs, contrairement à ce que voudrait nous faire croire le capitalisme. Et ça, c'est vraiment un truc que nous, on doit prendre conscience jusqu'au bout et pour l'intégrer. Et donc, ce qui est vrai, et la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que oui, il faut que l'écologie elle soit internationaliste, il faut qu'elle soit révolutionnaire, il faut qu'elle construise une organisation internationale, où il puisse y avoir énormément de travailleurs, de penseurs. Et pourquoi la classe ouvrière internationale ? Déjà parce que c'est quelque chose qui apparaît un peu comme utopique de dire qu'on va construire une organisation internationale, etc. Alors qu'en réalité, ça a toujours fait partie des traditions du mouvement ouvrier des plus belles, et qu'il y a un aspect que je trouve très intéressant en pensant cette organisation, c'est que on n'a jamais autant coopéré, nous tous les travailleurs, dans le monde entier, quoi. C'est que l'organisation capitaliste du travail aujourd'hui nous fait coopérer comme jamais. Et pour autant, la tradition du mouvement ouvrier, l'internationalisme se perd, etc. Donc c'est vous dire à quel point la chaîne de production mondiale s'est tellement étendue qu'aujourd'hui, notre camarade Vincent qui produisait des PSA électriques pouvait discuter avec des camarades de la mine de Rourouille et dessiner comme ça la chaîne de production. Et pourquoi ça c'est fondamental ? C'est parce que nous on ne pense pas que, encore une fois, on va pouvoir décider de l'extérieur de ce qu'on fait de Rourouille et des Landes qui sont vraiment des paysages à tomber par terre. On ne pense pas qu'on va pouvoir décider à la place des autochtones, des Brésiliens, de ce qu'on fait de l'Amazonie. On pense que, et on l'a porté notamment pendant le combat de Rourouille, que la nécessité du programme, que ce soit par les travailleurs qui sont dans les mines, mais aussi par les autochtones, de pouvoir décider ce qu'ils font des mines, donc il fallait les nationaliser et les mettre sous leur contrôle, ça c'était le seul programme qui était viable, quoi. Et à contrario de parfois d'organisations qui ont une sensibilité internationale qui est louable, mais qui ne va pas vers une vision jusqu'au bout de comment nous on arrive à combattre l'exploitation capitaliste. Et à donner cette perspective de tout ce qu'on a mis en place le long de la discussion, contrôle ouvrier, démocratie conseilliste, et on n'aura pas le temps d'aller au bout, mais il faudrait qu'on ait un deuxième débat. Et pour vous donner un peu la primeur, je pense qu'on peut le dire ça. On peut le dire, ouais. On va écrire un livre ensemble, dans le courant de l'année prochaine, qui va justement aller au bout de ces débats, les approfondir et dessiner aussi ce que nous on a comme vision commune du communisme, de ce que Paul appelle le communisme du vivant, et de tous les débats sur moyens de production, contrôle ouvrier, voilà. Donc